Bienvenidos a nuestro programa. El miércoles 14 de enero de 2016, en el centro de la Comunidad Judía de Madrid, el Departamento de Mila, Monitorización y Lucha contra el Antisemitismo, ha invitado a la charla coloquio con el superviviente del gueto de Varsovia, el profesor Paul Fellenbock. Les invitamos a escuchar, tener en cuenta que la charla coloquio estuvo en los dos idiomas, francés y español. Hola, el departamento de la CJM, Mila, Monitorización y Lucha contra el Antisemitismo, les da la bienvenida a la charla coloquio con el superviviente del gueto de Varsovia, el profesor Paul Fellenbock. Paul Fellenbock tenía 7 años cuando se escapó por las alcantarillas del gueto de Varsovia, junto con sus padres y hermano, unos días antes del levantamiento y destrucción del gueto por los alemanes. Durante meses estuvieron escondidos. Perdieron sus padres, pero él y su hermano de 12 años estuvieron escondidos en un sótano de una casa de madera en Otwock, a 30 kilómetros al este de Varsovia, hasta su liberación por el Ejército Rojo. Su vida plasmada en la obra de teatro Los que quedan, de David Lescaut, nos brinda uno de los últimos testimonios de un superviviente del gueto de Varsovia. Les presento al reconocido astrofísico francés Paul Fellenbock. Bienvenido. Gracias. ¿Se va bien? El profesor Fellenbock, ¿recuerda cómo era su vida y familia antes de entrar al gueto de Varsovia? Alors, je réponds en français. Donc, en fait, yo no molesta hablar con francés porque el castellano no es fluente para mí, es un poco débil mi castellano. Donc, la question c'était ma famille avant la guerre, c'est ça? Oui, ta vie. Et donc, en fait, mes parents, on va résumer, on ne va pas aller trop dans les détails. Mon père était joaillier. À un moment donné, il était le président du syndicat des joailliers juifs de Varsovie. Et on était une famille relativement, relativement développée intellectuellement. Alors, j'aime pas ce terme-là, mais bon, je sais pas comment décrire autrement. Mon père était un grand admirateur de Spinoza, donc ça vous localise la personne. Et il était féru beaucoup de musique, par exemple. Avant la guerre, il emmenait, bon, moi j'étais comme ça, mais j'avais mon frère qui avait 12 ans de plus que moi, puisque maintenant il est décédé, donc je te parle au passé. Oui. Faire une petite pause pour le traducteur. Ah, Sí. Entonces, Paul recuerda que bueno, su padre era joyero y presidía el sindicato de joyeros judíos de Varsovia. Entonces era una familia muy avanzada intelectualmente y especialmente a él le gustaba Spinoza y la música, ¿no? Especialmente. Y ahora ibas de tu hermano, tu parlais de ton frère. Oui, donc je continue. Donc concernant la musique, par exemple, mon frère me racontait qu'il allait à l'opéra de Varsovie avec son père, ce qui n'était pas quelque chose que les familles juives de Varsovie faisaient très fréquemment, parce que évidemment se frotter au polonais à l'intérieur de l'opéra de Varsovie n'était pas forcément quelque chose de simple. Donc en fait, c'était des personnes qui parlaient le polonais couramment, sans accent et sans aucun problème, et qu'en fait, quand ils allaient à l'opéra, on ne pouvait pas dire que c'était des juifs ou pas des juifs.
parce que c'était pas marqué. Su hermano le contó que iban a la ópera de Varsovia, junto a su padre a la ópera de Varsovia, y entonces se mezclaban entre los polacos en ese contexto, y entonces hablaban también el polaco y conseguían funcionar muy bien entre ellos, no se distinguían como judíos en ese contexto, se integraban bien, no se les podía distinguir como judíos. D'autre part, et je pense que c'est un point qui a son importance, si vous voulez, c'est qu'en fait, mon frère et moi, on était élevés dans la langue polonaise. C'est-à-dire, mes parents parlaient en yiddish entre eux, mais ils ne parlaient pas à nous en yiddish. Donc, mon frère et moi, on était élevés dans la langue polonaise. Notre langue maternelle, c'est le polonais, et non pas le yiddish. Su hermano y él fueron educados en idioma polaco, aunque sus padres hablaban entre ellos en yiddish, pero a ellos, a los niños, les hablaban en polaco. ¿Cómo vivía en el gueto? ¿Qué recuerda del gueto de Varsovia? Como niño, ¿cómo vivía? Yo puedo entender sí. que se dice en castellano. En fait, la vie dans le ghetto de Varsovie, je pense que vous connaissez parce que c'est dans la littérature et partout. Bon, donc on habitait dans une maison. À un moment donné, quand les Allemands ont commencé à liquider le ghetto de Varsovie, la population du ghetto diminuait, et à ce moment-là, ils rétrécissaient le ghetto. Et à chaque fois, le ghetto devenait de plus en plus petit, et donc, en fait, les gens devaient se regrouper dans ce qui restait, mais c'était pas trop difficile parce qu'ils déportaient tellement de gens qu'il y avait de la place, en fait. La vida en el gueto, me recuerda, bueno, que habréis visto literatura al respecto, para los judíos y los alemanes iban deportando a los judíos, con lo cual los que quedaban en el gueto, pues aunque el gueto fuera cada vez más pequeño, había espacio, había sitio donde vivir, porque seguían deportando. Et donc, en fait, ma situation personnelle était assez simple, c'est-à-dire j'étais cloîtré, c'est-à-dire je ne sortais pas. Je n'allais pas dans les rues, je ne sortais pas de la maison, je ne descendais pas en bas. Et c'était, je pense, une mesure de protection pour me sauvegarder et éviter que je sois pris dans la rue. Su situación personal era sencilla, estaba encerrado, no salía de la casa, evitaba estar en la calle para que no fuera tomado, y entonces evitaba estar en la calle. Et donc, en fait, la vie dans le ghetto était une vie pleine de dangers, permanents, si vous voulez. Et donc mon père comme joaillier, alors il faut bien faire la différence entre un joaillier et un bijoutier, c'est-à-dire il était fabricant, lui. Hein, il vendait pas, il fabriquait. C'était un homme d'une certaine dextérité, hein, qui fabriquait des bijoux, et quand les Allemands étaient là, il fabriquait aussi des bijoux pour des officiers allemands qui venaient voir mon père pour qu'il fasse des bijoux pour lui. Attends, je continue un peu parce que tu verras la suite. Et mon père a été raflé dans la rue. Et au moment où ils allaient le mettre dans les wagons pour l'évacuer, il y a quelqu'un qui est venu et qui l'a sorti de ce lot-là pour le remettre en liberté dans le ghetto, et c'était des gens qui venaient chez lui pour se faire des bijoux. Donc c'est un élément qui n'était pas innocent. Quiero hacer una distinción entre la profesión de su padre, no era joyero, era fabricante de joyas, hasta el punto que los alemanes, había alemanes que venían a encargarle la fabricación de ciertas joyas, y un día fue tomado en la calle para ser llevado a los vagones, y alguno de esos alemanes le sacó del vagón para volverle a poner en el gueto. No era algo inocente. Alors il y a un autre point, la chronologie est différente si vous voulez, mais il y a un autre point qui est lié au métier de mon père, c'est qu'en fait, mais ça je le savais pas, hein, c'est mon frère qui me l'a raconté en France il y a peut-être une vingtaine d'années, donc c'est vraiment, je savais rien de tout ça. Hein. Et donc en fait, mon père a fabriqué des fermoirs de ceinture, pour nos ceintures, pour mon frère et moi, en or. Et il a fait de l'or, mais qui n'était pas poli.
Donc de l'or qui n'est pas poli, ça ressemble à du bronze ou à du cuivre, et ça, on ne peut pas reconnaître que c'est de l'or. Et il a dit à mon frère, si jamais vous êtes pris et qu'il arrive quelque chose, vous avez ces ceintures que vous pouvez vendre et qui vous permettra de survivre. Vous voulez un peu d'eau, monsieur? non, 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 ça va, c'est un peu d'émotion. Mais c'est pour ça. Non, Peut-être avec l'eau, ça passe. va bien, va bien. Muchos años después aprendió algo que no sabía en la época y relacionado con la profesión de su padre, es que él les fabricó hebillas del cinturón de oro, pero no lo pulió. Entonces, como no estaba polido, parecía bronce y el objetivo de ello era que les dijo que si alguna vez les atrapaban, con eso podrían o comprar su libertad o intentar escapar. Le dice a mi hermano. Sí, sí, es tu hermano. Sí, era el mayor. El hermano mayor fue el que luego se lo contó. Donc on ne va pas décrire tout le ghetto, bien sûr, mais on a su assez rapidement que le ghetto serait anéanti, parce qu'on a, notamment ma famille qui avait été très liée au Bund, par exemple, connaissait parfaitement ce qui se passait, et on savait qu'il y aurait un soulèvement, et on savait aussi que le ghetto serait anéanti. Donc juste avant que cela arrive, on est sorti par les égouts vers la partie aérienne. Juste avant que le ghetto brûle, en quelque sorte. Sí, sabían que el gueto iba a ser destruido, lo veían venir, y su familia, que estaba vinculada al Bund, sabía que se estaba preparando un levantamiento y sabían que el gueto iba a ser destruido. Entonces, justo antes decidieron escaparse por los alcantarillas. Entonces, ¿quién les sacó del gueto? ¿Tenían alguien especial que conoció las alcantarillas? Ah oui, alors là, je n'ai pas compris. Qui est-ce qui t'a sorti du ghetto? Donc nous, on est sortis, notre famille était encore entière à ce moment-là. C'est-à-dire, on est sortis, mes parents, mon frère et moi, c'était nous quatre, cette famille-là, on n'était pas plus de 2 enfants, et des amis qui travaillaient avec mon père notamment. On est sortis à 2 familles par les égouts. Et on se retrouvés sur la zone aérienne, on est sortis par les égouts. Et je me souviens très bien quand on est sorti, parce que d'abord quand on se promène dans les égouts sous une ville, parce que les égouts c'est toute la ville, on a traversé la moitié de la ville par les égouts. Donc là vous avez des petits trottoirs, mais vous avez surtout beaucoup d'eau d'égouts qui s'écoule dans tous les sens. Il y a des égouts qui sont à différentes hauteurs, donc vous avez des cataractes qui descendent. En fait, c'est extrêmement impressionnant. Évidemment, ceux qui nous guident, ils avaient des lampes à pétrole, parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'électricité dans les égouts. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur l'égout dans la partie aérienne, dans la partie qui était hors du ghetto. Et ensuite, on est remonté par une échelle en fer, en soulevant les trappes d'égout, comme il y a partout dans le monde, et on est sorti dehors. Sí, bueno, la familia entera fue la que salió. La familia entera son su padre, su madre, y él y su hermano. Más otra familia tienen que trabajaba con él. Y fueron atravesando por las alcantarillas hasta la zona aria. Las alcantarillas atraviesan toda la ciudad y entonces ahí en algunas zonas hay Cataratas de agua, ¿no? cataratas de agua, hay perfectamente mucha agua. Algunas zonas sí está separada el agua, puedes caminar, hay aceras, Nivel. Sí, y desnivel. desniveles, Sí. y hay mucho agua. Entonces llegaron hasta la zona aria y de allí subieron por una escalera de metal hasta encontrar la tapa que abrieron para poder salir. Sí. Estaban iluminando con una... Sí, se iluminaban con una lámpara de petróleo. Et donc, nos guides, enfin ceux qui nous emmenaient, qui étaient d'ailleurs payés pour ça, ils faisaient pas ça pour nos beaux yeux en quelque sorte. Donc il y a un des guides qui a monté l'échelle, qui a soulevé le couvercle en acier qui bouche l'égout. Et donc nous on était en bas, quand je dis nous ça veut dire tout le monde, parce que moi j'étais le dernier petit. Hein. Et les gens disaient mais qu'est-ce que tu vois là-haut, comment ça se passe, est-ce que tu vois des Allemands? Donc il a répondu, et ça c'est une phrase que les Polonais n'aiment pas que je dise, mais c'est la vérité, c'est qu'il a dit je ne vois pas d'Allemands,
Et alors on lui demande, mais tu ne vois pas quelqu'un d'autre? Il m'a dit non, parce que si je voyais les Polonais, ça pourrait être pire. C'est intéressant. Sus guías estaban pagados para ello, ¿no? Para hacer ese trabajo, y entonces el guía que subió la escalera para ver si podían salir, las estaba mirando y estaban todos abajo esperando. Él era el último pequeñito, el más pequeñito del grupo, y entonces le preguntaron, ¿ves alemanes? Y entonces él dice una frase, recuerda lo que dijo el guía, es una frase que a los polacos no les gusta, es que dijo, no veo alemanes, pero si viera polacos sería aún peor. Donc ensuite, on a été, une fois qu'on s'est retrouvé sur la zone aérienne, on est allé à un endroit qui est la banlieue de Varsovie, qui s'appelle Praga, un endroit qui est à Żoliborz, où on a été, on est resté caché pendant un certain temps. Et puis il y a eu une chose très étonnante qui est arrivée à Żoliborz, notamment, c'est que, bon, évidemment, je vais pas vous raconter la pièce et puis le livre, donc on va pas faire les détails. Mais quand on était là, on a vu arriver des Allemands avec des automitrailleuses en tenue de combat, etc. Et bon, évidemment, les gens n'ont pas réfléchi qu'ils étaient beaucoup trop armés pour venir arrêter quelques juifs qu'ils auraient détectés, mais on a pensé qu'ils venaient nous chercher, nous. Donc voilà, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Donc si tu veux traduire, après je continue. Entonces una vez que estaban fuera, fueron a las afueras de Varsovia, en una zona llamada Żoliborz. Allí se escondieron durante un cierto tiempo y en Żoliborz, mientras estaban escondidos, vieron llegar en el momento unos alemanes con uniforme de combate y con ametralladoras. Y claro, ellos pensaron que venían a buscarles a ellos, no pensaban que con esa infraestructura iban realmente a otra tarea, realmente pensaban que iban a por ese grupo de judíos. Donc dans la cour de cette maison en construction, on était cachés. Les adultes ont creusé un bunker. Donc dès qu'on a vu arriver ça, on a tous quitté la maison pour aller dans ce bunker, on s'est barricadé. Les Allemands sont rentrés dans la maison, ils ont fouillé les maisons, ils ont vu qu'il y avait des victuailles qui restaient, et donc bon, ils ont trouvé personne, ils sont repartis. Et alors ce qu'on a appris, donc nous, il a été décidé que c'était un endroit dangereux et qu'on ne pouvait pas rester plus longtemps à cet endroit. Donc quand je suis retourné à Varsovie dans les années 1990-93, c'était je crois, et donc on est allé avec mon frère, j'ai fini par tirer mon frère pour qu'il aille à Varsovie, il ne voulait pas, mais enfin c'est un autre chapitre, et donc on est allé rechercher les endroits, parce que tout seul je n'aurais rien retrouvé, il fallait que j'aime mon frère pour ça. Et donc il y a deux femmes qui sont sorties pour nous dire en polonais qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez, etc. Donc mon frère il est parti parce qu'il ne voulait pas parler avec les Polonais, alors moi je suis allé le chercher, je l'ai ramené, et ils nous ont expliqué ce qui s'est passé. Il a dit qu'en fait les Allemands ils sont venus parce qu'ils cherchaient la radio clandestine de l'armée polonaise qui luttait contre les Allemands pendant la guerre. Ils avaient un émetteur parce qu'ils émettaient sur Londres notamment, ils étaient en relation avec l'armée polonaise en exil en Angleterre. Et donc, donc ça, c'est des choses qu'on arrive à détecter avec ce qu'on appelle des goniomètres. Donc ils ont trouvé que la radio émettait dans le quartier. Et alors les deux femmes nous ont emmenés, ils ont contourné la maison, et donc notre maison était comme ça, et derrière notre maison, il y en avait une autre, et la radio était dans l'autre maison. Donc ils ont fait le tour, et il y avait une plaque sur cette maison. Ici émettait la radio insurrectionnelle de l'armée polonaise secrète. Entonces estaban escondidos en una casa en construcción y allí en esa casa habían construido un búnker los adultos para poder esconderse. Cuando vieron los alemanes llegar se metieron en el búnker y vieron que los soldados registraban la casa y vieron que había vituallas, había comida, había algo, pero como no había nadie se marcharon. Entonces luego decidieron, los soldados se marcharon. Luego ellos, los judíos, decidieron que era un lugar peligroso para quedarse y se acabaron marchando. Pero hace unos años, hacia los años 90 o 93, fue con su hermano a aquel sitio. Fue a buscar los sitios en los que habían estado. Y cuando llegaron a ese lugar,
a esa casa, dos mujeres salieron y les preguntaron en polaco qué querían. Entonces su hermano se fue, no quería hablar con ellas, pero Paul sí, se puso a hablar con ellas, trajo de vuelta a su hermano y les preguntaron qué había pasado con esos soldados alemanes. Y las dos mujeres les contaron que estaban buscando la radio del Ejército Libre Polaco, que emitía desde esa zona. Los alemanes detectaron con un goniómetro que la radio emitía en ese área, y emitía, claro, estaban en contacto con el Ejército Libre Polaco en Londres, y bueno, las mujeres les llevaron a la casa de atrás, donde hoy en día hay una placa en la que se señala que desde allí emitía la radio libre polaca. Eso quiere decir que les han cogido la radio libre en su momento, ¿no? No, No lo cogieron. se van. Ah, se fueron. Se fueron antes Ya. de que los alemanes viennent. Sí. Alors ensuite, comme il a été décidé que c'était un endroit dangereux où il ne fallait pas rester là, donc on a été transféré vers un lieu qui s'appelle Otfotsk, dont vous avez parlé tout à l'heure, de cet endroit-là. Alors Otfotsk, c'est une petite ville de villégiature au bord de la Vistule, si vous voulez, mais sur la rive est de la Vistule. C'est-à-dire il fallait passer le pont de l'autre côté. Hein. Et donc, pour nous transférer, on ne pouvait pas nous transférer un groupe comme ça à travers, parce qu'il fallait prendre un train et c'était extrêmement dangereux. Donc c'est un transfert qui a été fait par groupe, c'est-à-dire 2 par 2, pour aller à Otfotsk. C'est-à-dire qu'il fallait prendre un tram pour aller jusqu'à la gare, prendre le train à la gare et descendre à Otfotsk, et ensuite ils revenaient en chercher 2 autres, etc. Donc je continuerai après. Como decidieron que era un lugar peligroso, iban siendo transferidos, decidieron irse a un sitio llamado Otfotsk. Es una pequeña ciudad cerca de Vistula. Gracias. Pero para hacer ese viaje, un viaje muy peligroso, tenían que ir en pequeños grupos de 2. Entonces, de 2 en 2 iban a la estación, de ahí cogían el tren, hasta que llegaran a Otfotsk. Et donc, en fait, ils ont transféré les gens 2 par 2, si vous voulez. Donc, ils ont transféré les gens qui étaient avec nous, les amis de mes parents. Ils ont pris d'abord la fille et la mère, parce que, bon, l'histoire du père, c'est encore autre chose, mais je la raconte pas. Et ensuite, ils sont revenus, ils en ont pris 2 autres, c'est-à-dire le frère plus mon frère. Et puis, après, c'était dimanche. Et donc, il restait mes parents et moi. Et donc, ils devaient revenir nous chercher lundi. Et en fait, un des passeurs a dit, bon, moi j'ai une course à faire à Varsovie. Et donc, finalement, aller chercher le gamin à Varsovie et le ramener à Otfotsk, un dimanche, c'est pas du travail. Donc, c'est pas grand chose. Je vais aller chercher le môme pour le ramener dimanche. Et quand ils sont retournés lundi pour chercher mes parents, l'endroit où on était caché, donc mes parents étaient, c'était encerclé par les Allemands et c'était terminé pour mes parents. Bueno, se fueron de 2 en 2. Primero se llevaron a la hija y a la madre de la pareja amiga. Luego se llevaron al hermano de la niña más a su hermano. Y luego, cuando ya se iban a llevar a él, era domingo, y el domingo él no trabajaba. El guía, el que hacía el paso, no trabajaba. Pero como decidió que, bueno, llevarse a un niño no es trabajo, pues se llevó al niño. Y el lunes iba a volver a por sus padres. Cuando el lunes volvió por los padres, la ciudad estaba, o sea, la casa estaba rodeada de alemanes y fue el fin de sus padres. Donc je continue. Donc on a vécu à Otfotsk dans une maison qui était donc sur la rive est. Ça a son importance, ce que je dis. La rive est a une importance dans cette maison d'Otfotsk. Et ça a son importance parce qu'on a été libéré par l'armée rouge. En fait, on a vu par le soupirail dans la cave, on a vu que
beaucoup de bruit la nuit, on n'a pas compris ce qui s'est passé, on est allé regarder, on a vu l'armée allemande en retraite. Donc on s'est dit, bon, il se passe quelque chose, etc. Et puis on était évidemment là, accrochés à regarder, et on a vu arriver un tank avec l'étoile rouge. Bueno, estaban escondidos en esa casa de la orilla este de Ojo. Esto tiene importancia porque por la noche, una noche oyeron ruidos y se asomaron a ver qué pasaba y vieron que los alemanes se estaban retirando. Vieron un tanque con la estrella del Ejército Rojo. Je continue ou vous avez d'autres questions? El oficial del Ejército Rojo que le libera, Dice, le liberó, parece que salvó su vida. ¿Nos cuenta realmente lo que pasó? alors je peux vous raconter ça, bien sûr, ça a son importance. Donc quand ce tank est arrivé, évidemment on est tous sortis, et donc le tank s'est arrêté, le capitaine qui commandait, c'était un détachement d'éclaireurs, c'était à l'avance de l'armée. On ne savait pas s'il resterait là ou pas. Donc le capitaine est venu vers nous, et les gens sont sortis, et il a commencé à parler en yiddish aux adultes qui étaient là. Et pour leur dire, voilà, nous sommes les éclaireurs de l'armée rouge, on ne sait pas où le front va se stabiliser. Donc vous prenez ce que vous voulez, et puis vous foutez le camp rapidement vers l'est, pour au cas où on se retire, vous êtes libre. Et il a ajouté, toujours en yiddish, je ne veux pas que mes soldats sachent que je suis juif, sinon ils me tirent dans le dos. C'est comme ça que tout est libéré. Entonces el tanque se detuvo, de ahí salió el comandante del tanque y ellos al ver el tanque que se detenía salieron y el comandante del tanque les habló en yiddish y les dijo que no sabían dónde se iba a estabilizar el frente, que cogieran lo que quisieran pero que se largaran inmediatamente de allí hacia el este, y les dijo que por favor no dijeran a los demás soldados que era judío, porque si no le iban a pegar un tiro por la espalda. Sí, pues si quieren preguntar algo sobre ese tema, sí, yo pararía aquí para que pregunten un poco detallitos, porque luego vamos a entrar un poco en otra fase, ¿no? Cómo ha llegado. Une autre phase. Sí. Comment? Oui, il n'y a aucun problème. Je peux en poser une. J'ai cru comprendre que vous êtes resté très longtemps sans pouvoir parler de tout ça. Qu'est-ce qui a fait 65 ans. Qu'est-ce qui a fait? Quel a été le déclencheur pour que vous puissiez en parler? Une seconde pour que je te pose la question. Entiendo que... Non, mais ah oui, c'est pour les autres. Traducción de francés en castellano. Muy bien. Dice que ella entiende que Paul ha estado muchos años sin poder hablar de ello y él precisa que fueron 65 años. Y entonces le pregunta cuál fue el desencadenante de que pudiera empezar a hablar de ello. Donc, c'est difficile à dire le déclenchement parce que ça peut être un très long processus de gestation. Donc, je ne sais pas à quel moment ça s'est précisé, mais ça s'est précisé. Bon, vous connaissez évidemment tous Jorge Semprún, dans son dernier livre qui s'appelle Une tombe au creux des nuages. Il a, dans le dernier chapitre, il dit que les derniers témoins de la déportation, c'est de la déportation parce que lui-même était déporté, c'est de ça qu'il a parlé, ce sera ceux qui étaient des enfants juifs, parce que c'est les seuls enfants qui ont été déportés, et donc ils resteront vivants encore pas mal de temps après que les vieux soient morts. Donc ça c'était le numéro 1. Et le numéro 2, c'est quand mon frère est décédé. À ce moment-là, je me suis dit, je suis le dernier. Si je fais rien, il n'y aura rien. Se dice que hubo, bueno, primero el tiempo, pasó el tiempo, y luego uno de los desencadenantes fue, como que es a Jorge Semprún, que fue el mismo deportado. Jorge Semprún, en el último capítulo de su último libro, precisa que los últimos testigos de la deportación serán los niños judíos, que son los que van a vivir más tiempo, que eran los únicos niños, ¿no? que se deportaron. Y el último desencadenante fue el fallecimiento del hermano de Paul, y en ese momento se dijo que si no hacía nada, no iba a pasar nada. Entonces,
Alors, je peux vous dire aussi comment ça s'est passé après. Donc, moi, vous savez que je suis astronome, astrophysicien en fait, et j'ai toujours été très amateur de vitraux, hein, cristales. Hein. Et je me suis dit, je vais apprendre à faire ça. Et faire du vitrail, c'est quelque chose qui nécessite une grande technicité, et ça ne vient pas tout seul. Il faut apprendre à aller faire ça. Et donc, ma fille aînée m'a dit, papa, dès que tu es à la retraite, tu vas aller dans les ateliers de la ville de Paris, avec des professeurs professionnels qui vont t'apprendre à faire du vitrail. Donc j'ai dit oui, d'accord, puis je suis parti en vacances. Quand je suis rentré de vacances, elle m'a dit, tu es inscrit à l'atelier qui est de vitrail de la ville de Paris, ça s'appelle la DAC, c'était à côté des Halles, enfin derrière Pompidou, et donc j'ai commencé à faire du vitrail. Et donc après cet atelier s'est arrêté, et donc si tu veux traduire, je vais continuer après. Sí, bueno, René es astrónomo, astrofísico y es amante de las vidrieras y pues, su pasión y quería aprender a construir vidrieras. Es un trabajo muy meticuloso, muy preciso y su hija mayor le aconsejó inscribirse en algunos talleres para aprender a hacer vidrieras en París. Él se fue de vacaciones y cuando volvió su hija ya le había inscrito en un taller cerca de Les Halles, detrás del centro Pompidou. Et au bout d'un certain temps, la ville de Paris a décidé de diminuer le nombre d'ateliers sur Paris où on fait du vitrail, pour des raisons économiques notamment. Et donc moi j'ai cherché un autre endroit pour faire du vitrail. Et donc je suis tombé, non pas complètement par hasard, mais j'ai trouvé un endroit où on faisait du vitrail dans l'Union des anciens combattants juifs qui était juste à côté, où on faisait du vitrail aussi. Donc je suis allé voir là, et puis j'ai fait du vitrail il y a un certain temps. Et puis alors la présidente de l'Union m'a dit, écoute Paul, on a quand même un petit problème, c'est que on fête tous les ans l'anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie, et puis en général les gens qui viennent parler, les rescapés, etc., ils sont tout vieux, un peu chevrotants, on comprend pas, c'est pas clair, etc. Comment ça se fait que toi tu veux pas venir témoigner? Moi je pense, m'a-t-elle dit, que tu devrais faire ça. El Ayuntamiento de París redujo el presupuesto para los talleres de vidrieras y entonces decidió buscar otro sitio en el que pudiera desarrollar esta actividad y encontró, no muy lejos de su casa, la unión de los antiguos combatientes judíos que tenían un taller para hacer vidrieras. Al cabo de un tiempo, la presidenta de la unión le dijo que organizaban unas sesiones de recuerdo del gueto de Varsovia, pero que todos los que participaban, los antiguos combatientes, los supervivientes, eran gente muy mayor, a los que no se les entendía, estaban ya realmente deteriorados, sí. Y que cómo era posible que él no viniera y hablara contra sus... Donc je lui ai répondu que moi je ne peux pas parler. Je peux écrire, mais pas parler. Donc ce qui a été décidé, c'est que j'ai dit à cette présidente, qui s'appelle Ida, j'ai dit écoute Ida, moi la seule chose que je sais faire c'est écrire. Donc évidemment je ne veux pas écrire des livres parce qu'il y en a déjà eu beaucoup d'écrits, mais je veux bien écrire un témoignage mais court, un résumé de mon histoire, mais c'est pas moi qui peux le dire au mémorial. C'était pour le mémorial de la Shoah à Paris, c'était bon, c'est quand même c'est pas facile. Et donc on a décidé, ma fille aînée a accepté de le lire à ma place. Donc c'est elle qui a fait ça. Moi j'étais là, mais j'étais silencieux. Et c'est ma fille qui a fait ça. Au mémorial de la Shoah, c'était la première fois que les gens entendaient parler de moi comme quoi j'existais comme un ancien du ghetto, personne ne savait rien. Entonces él le respondió a Lida, esta presidenta de la Unión de excombatientes judíos, que él no le gusta hablar en público, pero sí puede escribir, sí podía escribir. Entonces decidió escribir un testimonio que fue leído por su hija en el memorial de la Shoah en París. Y es el primer momento en que la gente supo que Paul existía como superviviente de la Shoah. Et à la suite de
disons, de ce témoignage qui a été lu au mémorial de la Shoah, beaucoup de gens ont dit, mais il faut que ton père aille raconter tout ça dans les écoles. Donc ma fille aînée a dit, mais vous ne connaissez pas mon père. Mon père n'ira pas dans les écoles raconter tout ça, c'est impossible. Il n'est pas capable de faire ça pour des raisons émotives. Et donc elle a eu une idée que j'ai trouvée géniale, mais c'est normal, c'est ma fille. Hein. Et elle a dit, mais la seule façon de s'en sortir, c'est que la parole de mon père soit portée par des comédiens. Par un comédien, dans une pièce de théâtre, parce que c'est mon père qui va parler, mais par la bouche d'un comédien. Et c'est comme ça qu'est née la pièce qui s'appelle Ceux qui restent, que vous savez, qui a été publiée, etc., qui a un succès absolument colossal. Le pidieron, dijeron, cuando escucharon el testimonio, que tenía que ir a hablar en las escuelas, contarlo en las escuelas. Entonces su hija dijo que no era en absoluto posible, que eso mostraba que no conocían a su padre, que no sería capaz de hacerlo por motivos emocionales. Y ella tuvo una idea genial, y es normal que fuera una idea genial, puesto que era su hija. Era contar esta historia a través de actores, ponerlo en escena. Y pues se publicó una obra de teatro, son los que quedan, se llama. Sí. Et alors quand parce que ma fille aînée, elle est administratrice de plusieurs compagnies théâtrales, donc elle a donné, ils voulaient tous faire cette pièce-là, elle en a choisi un, qui s'appelle David Lescaut, qui est très très connu, et donc ensuite, bon, je le connaissais de nom en tous les cas, elle me l'a présenté, j'ai discuté avec lui, et je lui ai dit que je pense que pour enrichir ce témoignage, surtout s'il s'agit de faire une pièce et lui donner plus de profondeur, ça serait très bien aussi d'associer ma cousine Germaine qui vit à Londres, qui a 5 ans de plus que moi, et donc qui a des souvenirs qui sont plus précis que les miens sur beaucoup de choses, et qu'elle pourrait, où on a un parcours qui est couplé, c'est-à-dire dans le ghetto on était ensemble, mais à la sortie du ghetto, elle est sortie par-dessus le mur avec l'aide de la résistance polonaise et le Bund. Elle a eu un parcours après la guerre qui était différent du mien. Donc ça allait enrichir cette espèce de témoignage qui devient pas seulement unique, il est dual, si vous voulez. Donc on parlera de la pièce après, si vous voulez bien. Entonces su hija mayor, que es administradora de varios grupos de teatro, buscó una compañía dirigida por David Lescaut y decidieron ponerlo en escena, pero para darle más profundidad, para enriquecer la obra, decidió asociar su historia a la de su prima mayor, que tiene 5 años más y vivía en Londres. Ella se escapó por encima del muro, la resistencia le hizo escaparse por encima del muro del gueto y escaparse de otra manera de allí. Entonces piensa que eso podía enriquecer mucho la historia, puesto que eran dos historias en paralelo, différentes de cómo escapar. Et ce qui est intéressant dans ces pièces, si vous voulez, c'est qu'en fait, ce monsieur est un grand metteur en scène qui a fait beaucoup de pièces de théâtre et même d'opéra, qui est très connu. Il a mis 6 mois pour savoir comment il allait faire cette pièce-là. C'est pas une pièce comme une autre. Et donc, il a beaucoup réfléchi et il a décidé de faire des interviews de ma cousine et de moi. Ma cousine en anglais, évidemment, moi en français. Et il nous a chacun interviewé pendant 3 heures. Donc, en tout, ça faisait 6 heures d'interview. Et à partir de ça, il a fait une pièce qui dure 1 heure et demie. Et en fait, il a fait du découpage. Et les deux témoignages sont croisés comme ça. C'est-à-dire, les acteurs portent nos paroles. Il n'y a pas eu... Bon, il a fait ce qu'on appelle des raccords entre les deux témoignages pour que ça soit un peu lié. Mais tout le fond, ce sont nos paroles, stricto sensus, de ma cousine et de moi. Tout ce qui est dans cette pièce, ce sont nos mots. El director de la obra tardó 6 meses en poder escribirla. Les entrevistó durante 3 horas a cada uno, 3 horas a Paul y 3 horas a su prima, y de eso hizo un compendio y una obra que dura 1 hora y media de testimonios cruzados, es decir, que los actores cuentan lo que ellos han contado en la entrevista
y el director lo único que ha hecho es buscar la unión y el diálogo para poder construir la trama. La pregunta es si ha vuelto al gueto de Varsovia. Ouais, je n'ai pas compris. Vous êtes revenu au ghetto? C'est revenu au ghetto. J'étais retourné au ghetto, c'est à visiter le ghetto. Après la guerre. Sí, ahora. Después. De mucho después. Oh, mucho Mucho después. después, sí. Donc je suis allé 3 fois. En fait, la première fois, comme je vous l'ai dit, je suis allé avec mon frère, c'était en 80. Le soulèvement a eu lieu en 43, donc 10 ans après. Tous les 10 ans, il y a eu les commémorations et nous sommes allés en 93 la première fois. C'était le 50e anniversaire du soulèvement, où je suis allé avec mon frère. Je suis retourné 10 ans après, donc en 2003, et je suis retourné en 2013, c'est la dernière fois. C'est-à-dire j'y vais tous les 10 ans. Tous les 10 ans, il y a une grande cérémonie très importante. Et sur ces 10 ans, bon, je vous raconterai ça après, mais parce qu'on ne va pas passer des heures là-dessus. J'ai vu comment les choses changent. Et donc j'ai retrouvé, en fait la première fois, j'ai retrouvé le lieu où avait été notre maison, parce qu'évidemment tout était arasé. Je suis né, moi, rue Lechno. Si vous avez lu Le Pianiste, vous savez ce que c'est la rue Lechno. C'était une rue extrêmement vivante, mais j'en savais rien, évidemment. Et quand je suis retourné, c'était une espèce d'autoroute à 4 voies. Et donc, notre maison n'existait plus, évidemment. Sí, ha ido 3 veces. El levantamiento fue en 1943, entonces hay actos de conmemoración cada 10 años. La primera vez que fue con su hermano fue en el 93, entonces para el 50 aniversario. Fue 10 años más tarde, en el 2003, y de nuevo en el 2013. Entonces va cada 10 años. Y he visto cómo las cosas cambian. Ha estado en el lugar en el que en la época había su casa. Vivían en la calle Lesno, que es, si alguien ha visto o ha leído El Pianista, pues una calle muy concurrida, una calle con mucha vida. Hoy en día es una autopista de 4 carriles. ¿Cómo llegó a Francia? Oui, j'ai compris. Este castellano que puede entender. Je suis arrivé en France, donc quand on a quitté Haute-Fort, qu'on a été libéré par l'armée rouge, on est parti dans la capitale provisoire de la Pologne libérée, la démocratie populaire polonaise. La capitale était Lublin à ce moment-là. Et donc on est allé à pied. À ce moment-là, on s'est dispersé. Moi, j'étais tout seul avec mon frère. Et donc on a marché, je ne sais plus combien, 150 km peut-être, en plusieurs étapes. Et on est arrivé à Lublin. Et à Lublin, il y avait, tout le monde cherchait tout le monde. Parce que tout le monde croyait que tout le monde était mort. Puis de temps en temps, on se retrouvait. Et il y avait des grands panneaux de la Croix-Rouge qui marquaient un tel cherche un tel, etc. Et en fait, j'ai un oncle qui habitait à Paris, qui est venu en France dans les années 1920 et qui a passé la guerre en France et ils n'ont pas été déportés. Et après la guerre, il cherchait de savoir qui reste de sa famille. Et donc, mon frère a lu ça, il a donc correspondu avec mon oncle et mon oncle a dit « Mais moi, venez à Paris, moi je suis prêt à vous accueillir. » C'est comme ça que moi je suis parti à Paris. Parce que mon frère, qui avait passé son bac déjà, avait une position importante dans la Nouvelle-Pologne, travaillait au ministère de la Justice, et lui avait prévu de faire sa vie en Pologne. Et il s'est dit, mon petit frère sera mieux à Paris chez son oncle qu'avec moi ici, où moi je ne saurais pas m'en occuper. Et c'est comme ça que je suis parti. El ejército, cuando fueron liberados por el ejército rojo, se estableció una capital temporal, que era Lublin. Lublin fueron andando hasta allí, que eran aproximadamente 150 kilómetros, con su hermano y él. Y allí había unos grandes paneles de la Cruz Roja en el que ponían la lista de quién buscaba a quién, porque claro, todo el mundo buscaba a todo el mundo, quería saber quién había sobrevivido. Y Paul tenía un tío que en los años 20, en 1920, se fue a vivir a París y que no fueron deportados desde Francia. Y su hermano vio que su tío les estaba buscando y su hermano decidió quedarse en Polonia, puesto que tenía ya el bachillerato y quería trabajar en el Ministerio de Justicia. Trabajaba ya en el Ministerio de Justicia y
pero pensó que su hermano pequeño, Paul, pues estaría mejor en París con su tío. ¿Quieres preguntar? Sí, también. Ah, vale. Quería preguntar si todavía queda algo de la calle Gönche al lado de Nale, porque yo también nací ahí en Varsovia, en este barrio que se convirtió en el gueto. ¿Queda algo de aquel barrio? Comment? Elle est née à Varsovie. Oui. Je me demande s'il reste quelque chose. S'il reste, il y a des De de la la rue. Gönche. Gönche. Nale. Gęsia. Gęsia i Nale. Gęsia. Rozumiem. Nie mówicie po polsku? Nie. Ja mówię po polsku. Et je peux pas répondre parce que le ghetto a été, cette partie de Varsovie a été complètement écrasée. Les noms des rues restent, mais quelles sont les maisons qui sont restées, moi je peux pas dire parce que j'ai pas parcouru cette région-là. Mais il en reste extrêmement peu parce que ça a été. En fait, il y a eu 2 insurrections à Varsovie. Il y a eu celle du ghetto, qui était la première, et la deuxième, c'était quand les Russes étaient à Otforsk déjà. Donc les Polonais, l'armée secrète polonaise, s'est dit les Russes sont aux portes de Varsovie, on se soulève pour se libérer nous-mêmes des Allemands. Et donc les Russes, ils étaient à Otforsk, mais ils attendaient que les Allemands écrasent la résistance polonaise pour rentrer dans Varsovie. Donc ça, c'est la deuxième insurrection. Donc la Varsovie a été détruite 2 fois. Une fois le ghetto, et la deuxième fois, ce qui restait. Bueno, que hoy no queda más que los nombres de las calles, todo ha quedado destruido. Específicamente Varsovia fue destruida 2 veces. La primera en el momento de la insurrección del gueto y la segunda cuando los rusos estaban ya en Otforsk, los polacos decidieron sublevarse, el Ejército Libre Polaco, la insurrección, decidió hacer un levantamiento para poder librarse ellos mismos, ¿no? Y los rusos lo que hicieron fue esperar a que los alemanes les machacaran para poder entrar tranquilamente en Varsovia. Ce qui explique l'importance du fait qu'on a été à Otforsk et pas à Varsovie, parce qu'on a été libéré par l'armée rouge tout de suite à Otforsk, mais Varsovie non. Eso indica la importancia del hecho que estuviera en Otforsk y no en Varsovia, porque ellos fueron liberados enseguida por el Ejército Rojo, pero no Varsovia. Quería comentar. Usted a vous avez de la chance d'avoir un oncle à Paris. Oui. Parce que maintenant, dans le mémorial de la Shoah, il y a une exposition de ce qui est arrivé aux Juifs après la guerre. En France? Non. En Pologne. En Pologne? Non. Ils sont fuis de Pologne pour aller au camp de soldats placés. Moi, j'étais dans le camp 4 ans et je suis invitée par le mémorial à donner ma témoignage. Oui. Dans le, à quel camp vous étiez, vous dites? À Vittel? Non, j'étais dans 4 ans en Allemagne. Ah, en Allemagne, dans la zone américaine de l'Allemagne. Après la guerre? Après la guerre. D'accord. Il y avait 5 ans. Les Juifs ont été dans le camp 5 ans avant de rencontrer pour aller. Ah oui, je ne connaissais pas ça, je ne le savais pas. Alors, vous pouvez venir à Mémorial, oui. C'est le 14 de février. Et on va... Ah, me traduzco. Sí, sí, sí. De acuerdo. Lo que decía que tenía mucha suerte, que tenía dónde ir después de la guerra, que tenía un tío en París. Porque la mayoría de los judíos que estaban en Polonia tenían que huir por los actos antisemitas en Polonia. Y huyeron a Alemania, en la zona americana de Alemania, y ahí los metieron en campos de personas desplazadas. Y estos campos duraron 5 años.
Yo estuve en 4 campos durante 4 años, tenía 7 años. Así que el memorial de la Shoah va a dedicar un coloquio y una exposición a este tema, de lo que pasó después de la guerra, y me invitaron a dar mi testimonio el 14 de febrero. A lo mejor nos vemos después, si es posible, ¿no? Yo no sé qué hace el 14 de febrero. Y así, Perla, ¿querías preguntar algo? Yo quería volver un poco para atrás, en la época del gueto de Varsovia. Yo sé que era muy pequeño, pero ¿cómo era la resistencia judía en el gueto de Varsovia? ¿Cómo era la resistencia dans le ghetto? Ah, c'est la résistance juive dans le ghetto. D'abord, alors il y a quelqu'un qui a posé une question de savoir si je connaissais Anielewitsch. On a dit ça. Je ne sais pas qui est-ce qui a posé cette question. Qui est-ce qui a posé cette question? Martín. Et moi, je ne connaissais pas Anielewitsch, mais mon frère était dans la même classe qu'Anielewitsch au lycée. Le lycée s'appelle Lahore, à Varsovie, qui est un lycée où l'enseignement, c'est un lycée juif, parce que pour les juifs, pour aller dans un lycée polonais, c'est très difficile. Et c'était un lycée juif où l'enseignement était en polonais. Et il y avait des options en hébreu, en yiddish, etc. Mais l'enseignement, la base de l'enseignement était en polonais. Et Anielewitsch était... Beaucoup d'amis de mon frère qui ont survécu étaient tous des copains de ce lycée-là. Pues, no conozco personalmente... No conozco personalmente a Anielewitsch, pero sí era compañero de clase de su hermano. Pero estaban en un colegio judío. Lahore. Y era un colegio que enseñaba en polaco. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que je parle d'Anielewitsch, c'est qu'en fait la résistance, le soulèvement du ghetto a été piloté par disons on peut dire la gauche, l'orientation gauche de la jeunesse. C'est-à-dire c'était d'abord la chômère et les jeunesses du Bund. C'était eux qui ont mené au début cette insurrection-là. Et c'était, d'ailleurs, c'est une insurrection qui a été désapprouvée par les juifs croyants, parce qu'ils ont expliqué à la jeunesse, qui évidemment n'a rien voulu entendre, que en fait, si ce qui se passe, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et eux, ils ont dit, nous on se bat. Y bueno, el levantamiento fue dirigido por las juventudes de la Bund y por la Shomer, y esto eran los jóvenes judíos principalmente de izquierdas, porque los religiosos se habían dicho que lo que estaba sucediendo era por voluntad de Dios, y los jóvenes dijeron, bueno, en mi caso nosotros vamos a combatir. Et alors parmi les combattants du ghetto, il y a un des commandants du ghetto, parce que Anielewitsch, c'était le chef général, mais il y avait des sous-groupes qui avaient chacun leur commandant. Un des commandants qui a survécu, c'est Marek Edelman, qui a écrit d'ailleurs un livre sur l'insurrection du ghetto qui a été publié en yiddish, traduit en anglais aux États-Unis, dont j'ai un exemplaire, et qui raconte toutes ces histoires-là qu'il a vécues personnellement. Et d'ailleurs, je reviens en arrière. Quand mes cousines sont sorties du ghetto, ils ne sont pas sortis par les égouts, mais par-dessus le mur avec des échelles. En fait, c'était en partie organisé par Marek Edelman, qu'elles ont retrouvé après la guerre. Évidemment, elles ont conservé des liens très forts avec lui. C'était évidemment assez compréhensible. Bueno, Anielewitsch era el jefe superior del levantamiento, pero uno de los comandantes era Marek Edelman. Marek Edelman, que de hecho ha escrito un libro describiendo el levantamiento, y fue Marek Edelman el responsable de que su hermana escapara con una escalera por encima del muro, y bueno, su prima. Varias primas. Ce sont deux jumelles. Dos primas gemelas,
se separan. Él fue responsable y se encontraron después de la guerra creando unos lazos estrechos entre ellos. ¿Alguien más quiere preguntar? Une question, le récit est émouvant, une question peut-être dans la même ligne. Aujourd'hui, avec l'histoire, on connaît la séquence des événements. Quand le ghetto quand on presse les juifs pour aller dans le ghetto, à quel moment l'information de ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec ces gens qui partent, avec ce ghetto qui se réduit, où vont ces gens, quelle est l'information pour les gens dans le ghetto? Bon, c'est un peu difficile d'expliquer ça. En español. No, la pregunta es, hoy con la historia, conocemos la historia, la pregunta es, al principio cuando se forma el gueto, ¿cuál es la información, cuál es la justificación de ver estos trenes, estos camiones que se cargan? ¿Cuál es la explicación que se da, ¿no? Para que no haya ¿qué cree la gente? Porque hoy es fácil tener la respuesta, pero en aquel entonces... Je peux vous répondre en français et vous allez traduire vous-même en espagnol peut-être. Donc en fait, si vous voulez, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne descendais jamais, j'étais bouclé et donc je ne voyais pas ce qui se passait en bas. Et donc les gens, au début, je pense que les gens ne se rendaient pas compte du tout de ce qui allait se passer. Personne n'a imaginé ça, si vous voulez, et même quand nous on a quitté le ghetto, mes grands-parents, plutôt non, hein, les grands-parents de ma cousine, ils ne pouvaient pas venir. Ils étaient dans un état physique qui ne permettait pas de faire ça. Et donc, je sais que dans la famille, on a empilé des victuailles pour eux, des sacs de riz et tout, parce que la guerre va bientôt se terminer, et donc on viendra vous chercher, vous avez de quoi manger pour attendre que ça se passe. Donc c'était quand même, tout le monde n'était pas très au courant de ce qui allait se passer. Nous on le savait, parce que ma tante, elle était à l'aile gauche du Bund, ça s'appelait Polizeion, Linke Polizeion, c'était l'organisation qui était, donc c'était des sionistes, mais c'était des sionistes, socialistes sionistes, si vous voulez, c'était, mais plus à gauche que le Bund, enfin bon, vous savez, c'est assez compliqué tout ça, et donc eux, ils étaient en relation avec la résistance polonaise, et ils avaient la radio et tout. Et nous-mêmes, dans le ghetto, on avait la radio. Quand il y a eu la bataille de Stalingrad, on avait la radio et on a su que les Allemands étaient des faits à Stalingrad. Donc on le savait, nous. Mais les autres, ils ne le savaient pas. Él estaba encerrado al principio, durante ese tiempo, en el gueto, y al principio la gente no se daba cuenta de lo que estaba pasando. De hecho, por ejemplo, los padres de su prima, que eran ya mayores, acumularon los abuelos acumularon unos sacos de arroz, diciéndoles, bueno, nosotros nos vamos a ir, pero volveremos a por vosotros más tarde. Entonces no sabían muy bien qué pasaba, pero su prima, su tía, era miembro del Polizeion, que es un poco el ala más izquierdista del Bund, sí, que era socialista sionista, ¿no? Y ellos tenían, por ejemplo, una radio, estaban en contacto con la resistencia polaca, y incluso ellos mismos tenían una radio y se enteraron de la caída de Alemania en Stalingrado oyéndolo ellos mismos por la radio. Est-ce que j'ai répondu à la... Oui, José, pues. A mí, ahora pregunta en español. Sí. Mais tu parles très bien français, là, hein? Les bêtises. Il y avait peut-être 3 types d'organisations qui sont peut-être différentes. Une, la résistance polonaise. La question, est-ce qu'il y avait de l'antisémitisme dans la résistance polonaise? Parce que dans le peuple polonais, il y avait un très fort antisémitisme. La résistance juive. Est-ce que cette résistance juive était intégrée ou non dans la résistance polonaise? Et puis les guides payés. Est-ce que ces guides payés faisaient partie aussi d'une résistance ou de l'autre? Quel était un peu le rapport entre ces 3 qui sont... Je peux répondre.
¿Quieres decir algo mismo en español? Bueno, había como tres esferas: la resistencia polaca, ver si en esa resistencia polaca había o no antisemitismo, puesto que el pueblo polaco era muy antisemita; la resistencia judía, qué relación había entre la resistencia judía y la resistencia polaca, si estaban integrados o no; y luego los guías que eran pagados. Entonces estos guías formaban parte de alguna de esas dos resistencias, de una única. ¿Cuáles eran las relaciones entre estos tres tipos de personas, de colectivos? Ok. Donc je réponds à ces trois questions en fait. La première, c'est la résistance polonaise. La résistance polonaise, c'est ce qu'on appelait Armia Krajowa, c'est-à-dire il s'appelait l'armée nationale, qui était en relation avec Londres. Et c'était la résistance polonaise était extrêmement bien structurée. Je ne sais pas si vous avez lu un bouquin qui a été écrit par Jan Karski. C'était un officier polonais qui était rentré dans le ghetto, qui est allé dans les camps et qui est ensuite allé à Londres. Puis il a vu Roosevelt pour dire il faut intervenir, c'est pas possible. Moi je suis allé dans le ghetto, j'ai vu ce qui s'y passe. Donc c'était ça. Et cette Armia Krajowa, c'était une armée qui était polonais. Elle était a priori antisémite, mais dans les faits également. Et j'ai des preuves de ça. J'ai plusieurs preuves. La première, c'est que je sais que les survivants du soulèvement du ghetto de Varsovie, il y en a eu quelques-uns parmi les responsables, les commandants, il n'y a que Marek Edelman qui a survécu. Mais sinon, il y a eu d'autres qui ont survécu, et ils sont allés aider l'insurrection polonaise au moment de l'insurrection de la ville de Varsovie. Et ils se sont dit, on va se battre avec les Polonais pour libérer Varsovie contre des Allemands. Et quand ils se sont présentés donc à l'armée Krajowa pour l'intégrer, ils ont été fusillés par le commandant de l'armée Krajowa en disant, de toute façon, eux, c'est que des espions et ils nous racontent n'importe quoi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand je suis sorti après la guerre, j'ai été en maison d'enfants à côté de Łódź, de Lodz, je ne sais pas comment vous dites ça, qui s'appelle Elenovec, et on était dans une maison qui était près des bois. Et donc à ce moment-là, l'Armia Krajowa était très anti-russe. Elle était anti-soviétique, mais elle était aussi très anti-russe. D'abord à cause du pacte germano-soviétique, et à cause du fait que la Pologne a déjà beaucoup souffert des Russes dans le passé aussi. Et donc ils étaient dans les bois, ils se battaient contre l'occupant. C'est ça, l'occupant c'était les Russes, les Soviétiques, et eux ils étaient dans les bois, ils faisaient la résistance, c'était des résistantes, ça ne les empêchait pas de tirer la nuit sur la maison d'enfants où il y avait des orphelins juifs. Donc déjà côté antisémite, la signature est bonne. Et concernant le deuxième point, c'était quoi déjà? Les passeurs. Non, il y avait un deuxième point, ça c'est l'Armia, donc la résistance juive dont je viens d'en parler. Et les passeurs, non, ils n'avaient aucune relation avec un soulèvement militaire. Eux, c'était des gangsters d'honneur, mais qui se faisaient payer, mais ils étaient rubis sur l'ongle. Hein. C'était vraiment, il n'y a jamais eu aucun problème avec eux. Même quand on n'avait plus d'argent à la fin, ils ont dit on continue, on verra ça après la guerre. Bueno, respecto a la pregunta sobre la resistencia polaca, hubo un comandante que se llama Jan Starski, que de hecho entró en el gueto y luego se fue a Londres a decir que hay que intervenir, hay que hacer algo. Bueno, describió lo que estaba pasando y le dice que bueno, que ellos eran antisemitas, ¿no? No solo en la teoría sino en los hechos concretos, ¿no? Que por ejemplo hubo unos cuantos supervivientes del gueto de Varsovia, entre ellos el único comandante en vida es, lo mencionamos antes, Marek Edelman. Pero bueno, hubo más personas que se salvaron y se fueron a unir a la resistencia polaca para levantar la ciudad de Varsovia contra ejércitos alemanes cuando los rusos estaban ya en 44. En Ost, ¿no? Sí, es otro episodio.
Sí, en el 44, y de hecho el comandante de la resistencia polaca los mandó fusilar por considerarlos espías. Después de la guerra, Paul estuvo en una casa de niños judíos cerca del bosque, en Lodz, ahí sí, y bueno, la resistencia polaca también resistía contra los rusos, primero porque nunca les gustó el pacto germano-ruso, y luego pues porque es una fuerza de ocupación, y esa resistencia polaca, la resistencia no les impedía disparar contra la casa de los niños judíos por las noches. Entonces, bueno, claramente antisemitas, ¿no? Y luego habló de las personas que les hacían atravesar escapar, les permitía escapar, y dicen que bueno, eran unos gángsters de honor, ¿no? Que bueno, ellos lo hacían claro por dinero, pero que ya hacia el final de la guerra, incluso cuando ya no había más dinero, les seguían ayudándoles, diciendo bueno, ya ajustaremos las cuentas después de la guerra. ¿Hay una pregunta más? Muy bien. Bueno, no, hay una otra. Je vais parler en français. Ça me va très bien. Il y a une chaîne de télévision qui parle d'histoire. Et par hasard, je l'ai mise, je ne sais pas pourquoi, et justement on parlait des juifs qui étaient intégrés dans l'armée russe. Et d'ailleurs, ils se sont il y en a quelques-uns en Israël, je crois qu'ils ont fait une cérémonie, etc. Et tous les combattants juifs qui étaient avec les Russes, il paraît que les Russes les traitaient très bien, qu'il n'y avait aucune discrimination ni rien du tout. Ça m'a étonnée parce que... Je peux répondre. Yo puede contestar. ¿Quiere formular la pregunta en español? No, la pregunta es que hay una cadena de historia aquí en la televisión, bueno, si tienes fibra o algo. Y entonces había combatientes judíos rusos que dijeron que se entendían muy bien con los rusos, los soldados rusos, y que no había ninguna discriminación entre ellos. Incluso había una aviadora rusa, judía, que tomó parte en bombardeos que hacían bombardeo de noche. Il se trouve que parmi les amis de mon frère qui étaient à Lahore, il y en a beaucoup qui ont traversé le bouc de la frontière provisoire entre le partage de la Pologne au moment du pacte germano-soviétique et qui sont partis vers l'Est et qui se sont incorporés dans l'armée russe. Notamment, c'était le cas de Mietek Mirovski. Et Mietek Mirovski, il s'est appelé Mietek Mirovski parce que c'est pas un nom juif du tout. Mirovski n'est pas et Mietek non plus. Et donc il était considéré comme un communiste polonais qu'ils ont incorporé dans l'armée russe. Puis quand il est rentré à Lublin, mon frère l'a retrouvé à Lublin, il est rentré avec l'armée rouge à Lublin, il était politrouk de l'armée, c'est-à-dire un commissaire politique. Les personnes savaient qu'il était juif. Et il y a eu d'autres cas comme ça, mais il y en a d'autres où on savait, et ça s'est très bien passé. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Mandelmann, qui est en 3 parties, de Moscou de la chaussée de Volokolam jusqu'à Berlin. Il a fait tout ça avec l'armée rouge. C'est très intéressant à le lire. Parce que dans l'armée rouge, il y avait de tout aussi. Hein. Il y avait des antisémites et il y en avait qui ne l'étaient pas. Así que, bueno, conoce bien esta experiencia porque hubo entre los amigos de su hermano, algunos cruzaron la frontera hacia el este para ayudar para ayudar al ejército rojo en la época del pacto germano-soviético, y entre otros cita el caso de Mietek Mirovski, que era judío conocido por él, que se cambió el nombre porque ni Mietek es judío ni Mirovski es judío, y volvió con el ejército rojo ya a Varsovia como comisario político. Y bueno,
para algunos de ellos no hubo ningún problema, otros sí, pero en algunos casos no hubo ningún problema. Como miembros del Ejército Rojo. En el Ejército Rojo hay de todo, hay gente antisemita y gente que no lo es. Le pogrom de Kaltzer, mais ça c'est pas les Russes, ça, c'est les Polonais. Oui, mais les Russes, ils insistent. Vous avez entendu parler du pogrom de Kaltzer? Bien sûr. Eh bien, il se trouve que mon frère, c'était en 46, 1946 Kaltzer. Bon, il se trouve que mon frère, comme je vous ai dit, il travaillait au ministère de la Justice en Pologne. Après la guerre, il avait prévu de rester en Pologne. Et donc, il a été, à ce moment-là, la Pologne était la démocratie populaire qui était sous le contrôle des soviétiques. Donc mon frère, il avait à côté de son bureau, son chef, c'était pas un Polonais, c'était un soviétique. Donc il pouvait rien faire sans l'autorisation du chef russe. Et à un moment donné, on n'a pas bien compris ce qui s'est passé, et mon frère est allé enquêter. Mais ça, je l'ai appris 2 ans avant la mort de mon frère. Donc c'est bien plus tard qu'il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit à Kielce, vous ne savez pas du tout ce qui s'est passé. Ce qu'on raconte, c'est pas du tout ça la vérité. Ce qui s'est passé à Kielce, c'est que à Kielce, ça a été voulu par les soviétiques. Personne ne peut imaginer que dans la Pologne de cette année-là, avec la milice polonaise et le contrôle de l'armée russe, quiconque pouvait bouger sans que ça soit autorisé par la milice et les Russes. C'était impossible. On ne peut même pas imaginer ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'était une opération politique en fait. C'est-à-dire, les Russes voulaient démontrer, parce que bon, les Russes étaient très attaqués par les Occidentaux sur le fait qu'ils occupaient la Pologne après la guerre. Il n'y avait pas de raison pour faire ça. La Pologne n'a pas collaboré avec les Allemands. Et donc il n'y avait pas de raison de faire ça, et bon, c'est parce qu'ils se sont partagés à Yalta. Je ne vais pas vous raconter tout ça. Et donc, pour éviter d'être attaqués parce qu'ils occupent la Pologne, ils ont voulu démontrer que les Polonais c'était des sales antisémites et il faut que les Russes soient là pour faire la police. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, mon frère est allé enquêter là-bas, mais il était sur place, hein, et mon frère n'a jamais menti de sa vie. Donc, il est allé là-bas et il a compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire, en fait, c'est la milice qui a commencé et non pas la population polonaise. La population polonaise n'aurait pas pu bouger le petit doigt sans que la milice intervienne tout de suite s'il ne voulait pas. Donc la milice a laissé faire, et quand la milice a laissé faire, évidemment, tout le monde s'est engouffré dans la brèche. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Non, je vous crois, mais c'était pas comme ça partout. Ah ben évidemment, c'est quel fait. Digo en español, porque Habla del pogrom de Kielce en el 46, que se acusa a los polacos y Paul dice que bueno, su hermano en aquel momento trabajaba para el Ministerio de Justicia y su jefe era ruso. Allí los rusos mandaban en todo, se hacía lo que los rusos decían en esa democracia popular, ¿no? Dice que lo que sabe lo aprendió hace poco, creo que 2 años después, 2 años antes de la muerte de su hermano, y su hermano estuvo allí en Kielce y vio realmente que allí no se movía nadie puede mover un dedo si no estaba autorizado por la milicia polaca o por el ejército ruso, ¿no? Y lo que pasó es que los rusos estaban siendo muy criticados por Occidente, por el mundo occidental, por estar ocupando Polonia después del reparto de Yalta, y decidieron demostrar los rusos que los polacos eran unos asquerosos antisemitas y que los rusos tenían que estar allí para ser los policías. Lo que dice es que fue la milicia la que inició el pogrom y que luego ya cuando la cosa había arrancado la población ya se sumó. Nosotros volvimos después de la guerra a Skojevec.
Kozelets en la Baja Silesia. Y a cabo de algún tiempo, era una ciudad bombardeada, a cabo de algún tiempo no podíamos salir a la calle porque los polacos, la población polaca, pegaba, apedreaba a los judíos y los judíos ya no podían salir a la calle. O sea, yo le creo que lo de Kerch era muy grande, pero en las diferentes ciudades la población polaca tampoco era santa. Sigue diciendo en francés. Sauf que si la milice ne veut pas, ils ne le font pas. Bien sûr, il y a eu Wagner. ¿Hay alguna pregunta más? Porque yo quería preguntar una pregunta a nuestro invitado. ¿Cómo decidió hacerse un astrofísico? ¿Tenía algo que ver? No se debe traducir. No se debe traducir, yo entiendo. Pero voy a contestar en francés. Ça c'est le hasard. C'est le hasard. Donc moi, donc, vous avez compris que je suis orphelin, donc j'étais j'étais dans une maison d'enfants en France aussi. Et donc j'ai fait mes études secondaires, j'étais à l'école, etc. Mais j'étais pas français. Parce que j'étais dans une maison d'enfants communistes. Alors les communistes en France, on ne voulait pas leur donner la nationalité française s'ils n'étaient pas français. Non. Donc ça m'a posé un problème lorsque j'ai terminé le lycée pour aller à l'université, parce que je ne pouvais pas avoir une bourse qui était réservée pour les Français. Les bourses pour l'enseignement supérieur. Et j'avais la chance, dans ce cas-là, d'être sous la protection de l'ONU pour les réfugiés, parce que j'étais apatride, je n'étais plus polonais parce que mon passeport polonais n'a pas été renouvelé, et comme je n'étais pas français, j'étais donc apatride. Et donc j'étais sous la protection de l'Office des apatrides en France, qui m'a payé les études. C'est comme ça que j'ai fait mes études supérieures à la Sorbonne, à l'époque, à Paris, avec une seule université, c'était la Sorbonne. Et donc j'ai fait des études de physique, etc., etc., je vous passe les détails. Et puis quand j'ai fini mes études, j'ai vu une petite annonce, ça se faisait à la Sorbonne, on cherche un tel pour faire tel boulot à tel endroit, etc. Et alors il y avait une annonce où c'était marqué, on cherche un physicien pour venir travailler à l'Observatoire de Paris-Meudon pour faire de la physique appliquée à l'astronomie. Donc j'ai dit, pourquoi pas, c'est pas forcément une mauvaise idée, donc je suis allé voir là-bas, et puis quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, correspond parfaitement à ce qu'on cherche, donc tu dis, assieds-toi là, voilà ton bureau, tu peux travailler là. C'est comme ça que ça dépend. Sí, que como huérfano estaba en una institución de acogida en Francia, que era una institución para niños comunistas, judíos, pero no tenía nacionalidad francesa, de hecho era apátrida, entonces estaba bajo la protección de las Naciones Unidas. Y cuando terminó su colegio y ya se planteó hacer la universidad, pues no tenía acceso a las becas que el gobierno francés daba a los estudiantes franceses para la universidad, pero con la protección de las Naciones Unidas sí le pudo pagar los estudios, entonces decidió estudiar ciencias físicas en la Sorbona, y cuando terminó sus estudios vio un pequeño anuncio allí mismo en el que buscaban un físico para el observatorio de París, para física aplicada a astronomía. Fue allí, pasó la entrevista, se ve que la cosa funcionó bien y le dijeron, bueno, aquí está tu despacho o tu mesa, puedes trabajar. J'ai fait toute ma carrière comme astronome de l'Observatoire de Paris. Bueno, ahora está jubilado, ¿no? Ha hecho toda su carrera como astrónomo del Observatorio de París. Bueno, ¿cómo ve la situación judía en Europa, especialmente ahora en Francia? De punto de vista, quizás mirando comparado con lo que vivió antes. Il faut être précis là-dessus. Comment tu vois la situation des Juifs en France Actuellement? En France en général. Ah ben moi j'ai aucun problème.
J'en ai jamais eu. Et je ne me suis jamais caché de rien du tout. Donc je ne sais pas, je ne peux pas répondre parce que bon, d'abord, si on me demande si je suis juif, je ne vais pas dire que je ne suis pas juif. Hein, bon. Mais ceci étant, personne ne m'a jamais demandé « Bonjour, tu es juif, toi ?» Donc je n'ai jamais été confronté à l'antisémitisme. Alors maintenant, ça fait quoi? Ça va faire 70 ans que je suis en France, quand même. Je n'ai jamais eu aucun problème d'antisémitisme. Aucun. Donc je ne peux pas parler pour les autres. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Je pense qu'il y a un problème, mais ça, là on rentre dans la sphère politique, donc ça me gêne un peu de discuter de tout ça, mais je pense que c'est beaucoup lié à l'islam, cette affaire-là. C'est assez compliqué, c'est assez complexe, on ne peut pas traiter ça comme ça en 2 minutes, et je pense que c'est pas... il ne faut pas oublier quand même que la France a une très longue tradition de l'assimilation des Juifs, ça date de la Révolution française quand même. Hein, il y a eu des premiers ministres français, juifs, il y en a eu un certain nombre, il y a eu aussi... bon, vous avez tous connu l'affaire Dreyfus quand même, mais bon, ça c'est pas trop mal, ça aurait pu mal se terminer, ça c'est pas aussi mal terminé que ça. Et on voit aussi la mobilisation de la population française contre l'antisémitisme. Si vous voulez, il y a des actes d'antisémitisme, il y en a plus qu'avant, on ne peut pas nier ça, il faut quand même, en tant que scientifique, je ne peux pas nier des faits, ça n'existe pas pour un scientifique. Mais la majorité de la population réagit contre ça. ¿Puedo decir rápidamente? Sí, bueno, no quiero entrar en consideraciones más de índole política, pero básicamente, por resumir, el problema hoy en día, especialmente en Francia, está ligado al Islam y aunque ahí la sociedad se ha movilizado también contra el antisemitismo, bueno, hay una movilización también contra el antisemitismo, pero vamos, desde ese índole no es nada más pensado. Oui, mais on ne peut pas faire un parallèle. N'empêche que les petits-enfants vont à l'Alliance israélite rue Michel-Ange. Il y a 4 militaires avec des mitrailleuses à l'extérieur. Des mitrailleuses, heureusement. Oui, et 4 à l'intérieur, 4 à l'extérieur, plus le bitachon de la communauté. Non, mais je vais vous répondre tout de suite. Je pense que je suis venu là pour qu'on parle de mon histoire. Oui, oui, c'est évident. Mais non, mais si vous voulez, je ne veux pas aller sur ce terrain-là, parce que ça va dériver. Évident. On peut parler de beaucoup de choses. Et il se trouve que je suis assez au courant quand même de la vie politique en général, pas seulement en France. Mais je ne suis pas venu là pour ça. Non, donc vous m'excuserez, mais je ne souhaite pas répondre. Je répondais, no. Y traduzco, no era mi intención ni molestarlo, je ne voulais pas du tout vous déranger, et au contraire, j'ai un respect énorme, puisque moi-même je suis une enfant de la Shoah. Pero quería decir que, hablando de la situación en París, tengo 2 nietos que van a la Alianza Israelita, y están a la puerta, hay 4 militares con ametralladoras fuera, otros 4 dentro, y no tiene nada que ver con esto, pero estoy traduciendo lo que decíamos, nada más. Una pregunta que tenemos aquí. Sí, yo te quiero hacer una pregunta. Si usted quiere... Si no es abusar de la generosidad del Señor y de su paciencia, yo me acerco a su historia con muchísimo respeto y le voy a hacer una pregunta muy personal. ¿En qué momento usted decide transmitir su historia a sus hijos, a sus descendientes? ¿Qué supuso eso para usted? No se necesita traducir. Mi francés es Yo muy bueno. entiendo bastante castellano. Voy a preguntar en francés. En fait, je n'ai jamais raconté ma vie à mes enfants. J'ai toujours répondu aux questions de mes enfants, toujours. Mais j'ai jamais, de ma propre initiative, leur avoir dit des choses. Ça, j'ai jamais fait.
mais j'ai jamais rien caché. Attention, il y a une différence. Et alors, c'est illustré par un événement que je trouve assez intéressant. C'est quand on est allé en 1993, la première fois avec mon frère. J'ai mis des années pour amener mon frère par la peau du cou, en gros, pour aller à Varsovie avec moi, en lui disant, Georges, si je ne vais pas avec toi, je ne vais rien retrouver. Et donc on est allé. Donc mon frère a accepté après toutes sortes de tractations, et donc j'ai dit à ma femme, bien sûr, ben, écoute, je vais aller à Varsovie, et mon frère vient avec moi. Il a dit, ben, si ton frère vient avec toi, je viens aussi avec vous. Il n'y a aucun problème, viens avec nous. Et nos filles ont dit, mais attends, maman va avec nous, mais nous on vient aussi. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. Moi j'ai rien demandé à personne. Donc moi j'étais intégré dans le voyage organisé par l'Union des Juifs de la Résistance, etc., là où j'ai fait du vitrail. C'est avec eux que je suis allé à Varsovie. D'ailleurs j'ai remis une gerbe au monument aux morts en ce nom-là. Et dans le car, il y avait plein de gens de ma génération, ou même plus âgés que moi, qui ont dit, mais Paul, comment t'as fait pour amener ta famille? Comment t'as fait pour emmener tes enfants? Nous, on a voulu amener nos enfants, ils nous ont dit, oh, ben, il y en a marre de vos histoires, nous, on n'y va pas. Alors que nos filles étaient avec nous, et je pense que la raison, c'est que je n'ai pas demandé à mes enfants de venir. C'est eux qui se sont proposés. Et ça fait toute la différence. Dice que la cosa es que nunca ha contado su historia tal cual a sus hijos, sino que ha respondido a sus preguntas, que siempre ha respondido a sus preguntas y no les ha escondido nada. Pero hay un evento interesante que sucedió en el 93, es cuando fueron a Varsovia. Él tuvo que convencer a su hermano para acompañarlo, puesto que él no podía reconocer los sitios por sí mismo. Y cuando finalmente su hermano accedió, después de mucho insistir en acompañarle, pues su mujer Betty dijo que, tu hermano va, pues yo voy también. Y entonces las hijas dijeron, ¿cómo va mamá? Nosotras también vamos. Y entonces cuando estaban en el autobús yendo a Varsovia, pues, fue con la Unión de Excombatientes Judíos, aquella asociación en la que hizo las vidrieras. Allí los demás judíos le preguntaban, ¿cómo has hecho para traer a tu familia? Puesto que nosotros hemos hablado a nuestros hijos, a nuestras familias, nadie quiere venir, ya están hartos de escuchar las historias, así que quizás la clave fue precisamente el no contarles. Bueno. Yo j'avais une petite question, una pregunta por favor. Pourquoi tu te souviens du jour au jour quand tu étais caché et quand vous êtes caché dans différentes maisons, au ghetto, dans les maisons, qu'est-ce que vous mangiez, comment vous viviez, comment... On était approvisionnés par les passeurs. On ne sortait jamais. Ça, c'est pas, on ne pouvait pas. Vous viviez rien. Ah non, on ne sortait pas et c'est eux qui nous approvisionnaient. Et ils étaient payés, évidemment, mais c'est eux qui nous approvisionnaient. Et tu peux dire que tu as vécu quand même un an dans une cave sans sortir. Oh, c'est pas utile de raconter ça. Bueno, pues la pregunta era ¿qué se acuerda del tiempo que estuvo escondido en el gueto o en las diferentes casas en las que se escondían en el día a día, cómo era? Dice que bueno, las provisiones las traían los guías, esas personas que les ayudaban a pasar, y ellos no podían salir de allí, no podían salir de donde estaban, y mi esposa recuerda que bueno, estuvo un año escondido en un sótano. Il y a un point très intéressant qui est... Hecho que él no considera interesante. Il y a un point intéressant, je crois, que quand on a fait ce transfert avec le passeur qui est venu le dimanche me chercher, j'étais seul avec lui, et quand j'étais enfant, j'avais 7 ans à ce moment-là, c'est 8 ans peut-être, j'étais très très brun, ce que je ne suis plus du tout, bien sûr. Et donc il fallait prendre le tramway pour aller chercher le train, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et il m'a dit, si y a des gens qui se comportent comme il ne faut pas avec toi dans le tramway, tu es italien.
Les Italiens étaient alliés des Allemands à ce moment-là. Et tu es italien, tu comprends pas, tu réponds pas, moi je comprends pas polonais, etc. Et donc, c'est déjà ça, c'est que les Polonais, ils pouvaient identifier un juif beaucoup plus facilement que les Allemands. Et donc, moi j'étais italien, voilà. Bon, je pense qu'il va falloir s'arrêter quand même. Cuando hubo el hecho de que esa persona que le hizo el paso, el guía que le llevó el domingo, aquel domingo, cuando estaba con él en el tranvía para ir hacia la estación, el guía le dijo que, ya que él era muy moreno en ese momento, si alguien le molestaba, si alguien decía algo inadecuado, si sospechaban de él, que dijera que era italiano, porque los italianos eran aliados de los alemanes. Dice que esto se debe a que los polacos podían identificar mucho mejor a un judío que los alemanes. Bueno, le agradezco mucho el testimonio. Que muchos años j'ai pas seulement survécu de la guerre, mais j'ai aussi survécu à cet entretien. Porque personalmente ha sobrevivido a la guerra, pero también ha sobrevivido a este encuentro. L'humour, ça sert à survivre. Très important, l'humour. El humor ayuda a sobrevivir. Claro. Es muy importante.